C'est d'abord un livre sur l'espoir, sur ce qui donne la pêche quand on pense à la France. Ce qui se passe depuis un an, je trouve que c'est une bonne occasion de réfléchir aux brusques accélérations que connaît l'histoire de notre pays et aux conditions qu'il faut réunir pour que ça débouche sur de vraies transformations. Le sujet du livre, ce n'est absolument pas Emmanuel Macron. En revanche, ce qui s'est passé avec lui, c'est une incitation à réfléchir sur notre modèle qui est bien différent de celui des pays évolutionnistes anglo-saxons. Nous, on a des grandes périodes d'immobilisme, d'amnésie, de déni. Et puis brusquement, tout se met à bouger dans tous les sens. On bouge d'une façon qui est tout à fait autre. On pourrait penser à mai 68. On peut penser aussi à la France de la fin du 19e siècle, après l'espèce de dépression qui est la défaite de 1870. Le peu de temps qu'il faut pour que tout remonte. En 1889, c'est la grande exposition universelle, la tour Eiffel qui est construite, liberté, égalité, fraternité sur le monde, Paris qui s'apprête à redevenir capitale du monde. Ben, ça donne sacrément la pêche de se dire qu'en 15 ans, notre pays il est capable de remonter au firmament. Non, pas vraiment d'accord avec Emmanuel Macron. La manière dont il a gagné l'élection présidentielle manque certes pas d'audace, de transgression, d'ubérisation de tout un système, mais ça reste une démarche vraiment par le haut, avec des calculs nourris par des calculs politiques assez classiques, qui n'ont rien de neuf en tant que tel, sur le fait que nécessairement Marine Le Pen, le Front National, serait au second tour de la présidentielle, et que celui qui allait être face à elle allait gagner, allait remporter les choses. Alors, sur le fond des idées et de la vision, je pense qu'il n'y a vraiment rien de nouveau. Il se trouve que j'ai été assez proche des équipes de Bill Clinton il y a 25 ans qui disaient déjà qu'avec la mondialisation, il y avait une relativisation du clivage gauche-droite, il y avait de plus en plus de clivage entre les gagnants et les perdants, et que finalement c'était le clivage entre les optimistes et les pessimistes. Ce genre d'idée a gagné l'Europe, avec le New Labour de Tony Blair en Angleterre, puis après les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie. Enfin, la France est vraiment le dernier wagon du train qui porte ce genre d'idée. Pourtant, je trouve qu'aujourd'hui, entre ce qui se passe en matière écologique, ce qui se passe avec le tsunami numérique, ce qui se passe avec la montée des populismes, des autoritarismes, il y aurait vraiment autre chose à penser, à réfléchir pour organiser une pensée politique. Bah, tout à fait, c'est ça le paradoxe français qui est au cœur de notre marmite révolutionnaire nationale. C'est que les élites affirment parfois que la France n'est pas réformable, mais je pense qu'on pourrait dire que ce sont leurs idées qu'il faudrait réformer au sens de mettre à la casse, quelquefois. Parce que, vous voyez, dans son célèbre livre, Tocqueville montre que l'Ancien Régime a non seulement survécu à travers la Révolution, mais a été à l'origine directe de la Révolution. Il montre par exemple que dans les dernières décennies de la royauté, on multiplie les projets de réforme en tous sens qui sont dominés par les technocrates, on disait à l'époque les physiocrates. Bon. Et ce qu'il dit, c'est qu'on parle sans cesse de réforme, mais qu'il y a un ingrédient qui manque, que personne n'a en tête, c'est le goût de la liberté. Et Tocqueville dit, la Révolution française, elle est née d'une déstabilisation de tout le système par toutes ces réformes que l'on voulait mener en tous sens, et le moment où le peuple est saisi par le goût de la liberté. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose ? C'est un élément clé du livre. Dans l'histoire déjà longue des technologies d'information, on est entré dans une période un petit peu différente qu'on appelle disruption digitale en anglais, transformation numérique en français. C'est-à-dire que dans les deux cas, ce que l'on veut dire, c'est que désormais, c'est les personnes qui font la course en tête. Parce que c'est les personnes qui se sont saisies des smartphones, des outils interactifs de grande diffusion. Il y a près de 2 milliards de personnes qui accèdent à Internet de cette manière-là sur Terre. Mais il n'y a pas que ça. Ce sont elles qui définissent des nouveaux usages, qui inventent des nouvelles façons de produire, de consommer, d'échanger, de partager, de faire du troc, de commercer, de communiquer. Bon, bref. Et les entreprises, les organisations, elles cavalent derrière pour essayer de voir comment capter ces innovations et en faire des nouveaux modèles d'affaires. Du coup, les populations, elles sont de plus en plus conscientes du fait que les élites sont larguées et qu'elles ont une avance sur les élites. Et ça, je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte quand on fait l'analyse de ce qu'on appelle quelquefois le populisme, c'est-à-dire le fait que les populations, elles ne considèrent pas aujourd'hui qu'elles ne correspondent pas à la caricature de ce qu'est l'idée du populisme. Vous voyez, il y a plein de paradoxes, les gens ne sont pas archaïques. Les gens ne rejettent pas la classe dominante, elles acceptent même assez paradoxalement les ultra-riches, comme on le voit avec l'élection de Donald Trump, ou comme on voit quand on voit l'audience qu'avait quelqu'un comme Boris Johnson en Angleterre au moment du Brexit. En fait, tous les gens qui prennent leur distance par rapport au système, elles ciblent des gens bien particuliers. Elles ciblent les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle.
certains journalistes, elle cible les experts institutionnels, elle cible les politiques traditionnelles, c'est-à-dire que des anciennes élites, des anciens pouvoirs qui sont déstabilisés par la transformation numérique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans des gens qui, alors qu'on est au milieu de bouleversements terribles, on dit qu'il y a un emploi sur 2 qui va disparaître, qui sont paumés en fait. Voilà. Et le pire, c'est quand ces gens qui sont paumés se mettent à faire la morale à tout le monde et à vouloir survivre en imposant le pouvoir, en s'imposant par une façon de dire les choses. Alors là, ça se transforme en rejet violent. Et quelque part, l'Europe, avec tout son discours sur la tertiarisation à outrance, avec son discours sur la société de la connaissance, qui n'a rien à voir en fait avec le sujet, eh ben, on comprend que ce soit aujourd'hui la cible de tous les populistes. Et je crois qu'il y a un changement de donne qu'il faut absolument penser. Le monde a vraiment besoin de nouveaux horizons aujourd'hui pour sortir des bouleversements dans lesquels on est. Et moi, je rêve que la France soit un des pays qui éclaire ces nouveaux horizons, qui éclaire la capacité à y aller. Mais pour ça, il faut qu'on se mette en situation de mieux relier ce qui se passe en haut, ce qui se passe au niveau du pouvoir, des présidents de la République, des gouvernements, etc., et ce qui se passe en bas, alors qu'on est dans une période de formidable bouillonnement d'initiatives dans tous les sens, mais ça ne communique absolument pas entre le haut et le bas. Et pour ça, je crois qu'on a des efforts considérables à faire pour voir comment on relie les choses. On a besoin d'idées nouvelles, mais on n'a pas besoin seulement d'idées nouvelles, on a besoin d'architecture nouvelle dans les rapports entre la pensée et l'action. Parce qu'aujourd'hui, les pensées ne doivent pas être descendantes, on doit avoir des mouvements beaucoup plus bien différents. Et de ce point de vue-là, moi, ce que j'aimerais, c'est responsabiliser les mouvements citoyens. Parce que les mouvements citoyens sont en capacité, je crois, de construire des ponts, de construire de la reliance, de favoriser des idées nouvelles, de donner envie autour d'idées neuves, fraîches, de se transformer les uns les autres. Je crois que c'est ça qui est vraiment important. Si on sait le faire, ben je crois que oui, la France pourra jouer un certain rôle de leadership parce que là, je fais confiance au pouvoir des gens jeunes, dynamiques qui nous gouvernent. Ils sauront être suffisamment opportunistes pour récupérer l'énergie qui saurait se constituer de cette façon-là par en bas. Si ça ne se fait pas, il n'y aura rien du tout. Donc, révolution sans les Français, non. Révolution si les Français s'y mettent, oui peut-être.